Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. L'invité que je reçois aujourd'hui est relativement, mais vraiment très intéressant. Je vous invite à rester en notre compagnie pour le découvrir. Je vous le présente assez rapidement, Monsieur Anta Trimua. Il est diplômé de l'IAEC ici à Lomé. Il a fait une partie de ses études à l'Université de Lomé, notamment en physique et chimie. Il est diplômé de Devry University, de Arizona State University. Il a également étudié au Massachusetts Institute of Technology en intelligence artificielle et machine learning. Euh, il est ingénieur en électronique, en génie logiciel, en intelligence artificielle, en production industrielle et en systèmes embarqués. Qu'est-ce que j'ai oublié de rajouter, Monsieur Trimua? Que vous êtes inventeur aussi. En effet, je suis inventeur et j'ai toute une liste d'inventions ici à Lomé d'ailleurs et aux États-Unis. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Oui, nous aurons largement le temps d'en parler. Nous parlerons de la Silicon Valley, nous parlerons des réseaux sociaux et de la dépendance, des appareils connectés, de la voiture autonome, du e-gaming, des câbles sous-marins et des satellites. Nous parlerons des téléphones intelligents, ces fameux smartphones que nous utilisons beaucoup aujourd'hui. Mais pour commencer, présentez-nous la Silicon Valley. Pourquoi l'appelle-t-on Silicon Valley? D'abord, je voudrais vous remercier, M. Kemayou, pour cette opportunité ici. Et je pense qu'à la fin de l'émission, cela aidera à booster l'énergie de nos jeunes frères à s'y mettre et à se mettre dans la technologie. La Silicon Valley est une vallée, physiquement. Elle est située entre deux montagnes et deux grandes villes. Au nord, vous avez San Francisco, aussi vous avez la ville de San José. Et dans cette vallée, initialement, vous avez la NASA qui avait aidé à financer certains projets de l'université de Stanford pour développer les silicones. Les silicones, c'est la matière première qui est utilisée pour fabriquer les ordinateurs, les puces électroniques. Et donc de là, vous avez des étudiants qui avaient fini avec Stanford et qui sont restés dans la région et avec le financement d'autres entreprises, ont permis donc de créer aujourd'hui des entreprises comme Google, Apple, qui la plupart d'ailleurs ont commencé dans les garages, les chambres de ces étudiants et qui aujourd'hui sont devenues ces grandes entreprises que nous utilisons tous d'ailleurs. Il faut également dire que la Silicon Valley, à part cette structure physique, s'étend de façon numérique dans toute la région de l'ouest américaine, allant du Texas, qui est un peu au sud d'ailleurs, au nord avec Washington State, où vous avez d'ailleurs Boeing et Microsoft qui sont installés. Il faut dire quand même que quand on parle de la Silicon Valley, l'université de Stanford a joué un rôle très important parce que c'est de là que sont partis la plupart des chercheurs qui ont par la suite développé de grandes entreprises qui ont conquis le monde. En effet, Stanford son rôle est primordial dans le développement de la Silicon Valley. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez d'autres universités comme l'Université de Berkeley, les universités de Californie. Et c'est la machine, c'est le début de la machine, avec l'éducation et donc ses étudiants, mais également le financement. Certains investisseurs ont compris et ont confiance en ces étudiants. Ils ont mis de l'argent et aujourd'hui, vous avez des startups, beaucoup d'inventions qui, la plupart d'ailleurs, ne vont aller nulle part, mais il suffit juste que quelques-unes réussissent pour traîner beaucoup plus d'intelligence, et on appelle d'ailleurs l'intelligentsia de la région, et des ingénieurs qui viennent de partout, du monde entier, inclus nous. Et donc, on a notamment un système de financement autour, vous le releviez, qui soutient ces entreprises, notamment la Silicon Valley Bank et d'autres banques également qui s'y sont installées et qui ont permis le développement de ces nouvelles entreprises, de ces entreprises des nouvelles technologies. Oui, il y a les banques, mais je vais peut-être vous surprendre avec cette information. La plupart des financements ne viennent pas des banques initialement, elles viennent de gens comme vous et moi. Elles viennent du citoyen ordinaire qui décide de prendre une partie de ses économies et de dire j'ai confiance en ce projet, je vais investir 20 000 dollars, 50 000 dollars ou 5 000 dollars avec le risque que je peux perdre tout. Et c'est ce qu'on appelle les investisseurs providentiels, ou en anglais angel investor. Et c'est tout le monde qui participe. Et les banques viennent à un niveau un peu plus élevé lorsque ces petites entreprises ou ces petits projets commencent par prendre. Là, vous avez maintenant les grandes banques qui mettent beaucoup plus d'investissement pour lancer cela à l'échelle mondiale. Donc, même au niveau du financement, il y a de l'innovation. Beaucoup d'innovation. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de crowdfunding, on parle beaucoup de financement participatif. Vous pensez que l'on pourrait, à l'échelle africaine, à Lomé, à Lagos ou quelque part ailleurs sur le continent, créer une nouvelle Silicon Valley? J'y crois fortement. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je suis ici à Lomé. J'étais passé à la foire à Jaffa
parce que moi-même, je suis un investisseur prévidentiel. Et de façon cachée, j'ai pu explorer et voir ce qui était là. Et l'un des objectifs, c'est effectivement prendre une ou deux innovations et les amener à un autre niveau. Donc j'y crois fortement. Nous devons d'abord croire à une technologie africaine et tropicalisée. Nous n'avons pas besoin de réinventer le téléphone, mais nous pouvons réinventer le vin à base d'ananas. Nous pouvons réinventer des machines qui permettront à nos mamans de décortiquer plus facilement l'arachide et d'en faire donc des biscuits. Voilà le genre de technologie que nous pouvons développer pour créer et s'inspirer de la Silicon Valley américaine pour créer cette Silicon Valley togolaise d'abord et africaine. Au début, vous avez parlé des universités. Je passe dans tous les quartiers, je vois de nouvelles universités, de nouvelles écoles. Nous avons donc la matière première, comme le Stanford University. Nous avons, vous et moi, nous avons des banques. Il suffit juste de pouvoir les connecter de la bonne manière et vous allez voir comment cette économie va pouvoir développer. Mais est-ce que ça dépend de la volonté des autorités publiques? Est-ce que ça dépend des universités? Est-ce que ça dépend des business angels, les investisseurs providentiels, comme vous disiez? Qui peut donner le là pour que cela prenne? Je dois dire qu'il y a 20 ans où j'avais personnellement commencé, je vais prendre mon exemple personnel, lorsque j'avais par exemple inventé la machine à foufou, Foufou Mix. Exact, que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Oui. Je suis l'inventeur, je suis celui qui a découvert le principe de transformation de l'igname en pâte par malaxage et la machine qui a suivi. Et le promoteur actuel était mon co-inventeur d'ailleurs. D'accord. Beaucoup ne le savent pas, c'est la petite histoire. OK. Le financement était difficile, pratiquement impossible. Tu fais où le prix est même tombé dans le domaine public à un moment donné. Mais aujourd'hui, je crois que tout a changé il y a 20 ans. Je vois les universités, je vois les infrastructures financières qui sont là, je vois la volonté, je vois des jeunes, je vois des startups qui ont commencé. Je pense que toutes les graines sont là. Le seul problème, c'est pouvoir les connecter. C'est pouvoir inciter le financement privé. L'État a déjà mis des infrastructures en place. Le débit d'Internet, il est merveilleux quand je l'ai essayé. Il n'est pas à ce niveau, on peut le comparer aux États-Unis ou en Europe, mais il est au niveau où vous pouvez facilement accéder à Facebook, TikTok, YouTube. Vous pouvez facilement développer des applications. Et je crois que nous sommes déjà à ce niveau. Il faut juste que, individuellement, nous puissions créer ce financement pour pouvoir développer ces petites inventions et ces petits projets pour les amener aujourd'hui à une échelle nationale et internationale. Mais qui doit faire le premier pas? Est-ce que c'est la personne qui est porteuse d'une invention? Est-ce que c'est son université? Est-ce que ce sont les entreprises? Comment est-ce qu'on fait le matching? Comment est-ce qu'on fait se rencontrer la volonté de créer et la capacité de financement? Et je vais encore vous donner un exemple personnel de ce côté. Et je crois personnellement que ça commence par ce que nous sommes en train de faire là, cette conversation. Nous avons aussi des gens dans la diaspora qui peuvent aider. Et comme je suis en train de le faire, je suis sur le terrain et je suis là à rencontrer. J'étais à l'Europe et la dernière fois, je suis là pour rencontrer des gens qui ont des projets pour pouvoir les financer. Il faut en parler. Il faut encourager les gens. Il faut leur montrer comment Singapour est là où Singapour est. Comment la Chine, il y a de cela 50 ans, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Comment la Silicon Valley a commencé juste par une université. Et quand nous parlons par exemple de la machine à foufou, au début, les gens nous disaient c'est impossible, les gens ne pourront pas accepter tel produit. Aujourd'hui, c'est partout dans les quartiers. Et donc, cette machine prend du temps. Mais elle passe d'abord par une incitation par les médias, une incitation par les écoles, une incitation de nos parents personnellement à pouvoir financer les petits projets que leurs petits-enfants sont en train de faire. Et je pense que d'ici 20 ans, nous parlerons d'une Silicon Valley à l'échelle togolaise ou à la togolaise du moins. Oui, parce que si on a pu créer Nollywood au niveau des pays africains, on peut très bien penser à une Silicon Valley à l'africaine également. Exactement. Et l'exemple de Nollywood, je prends une seconde là-bas, a commencé par nous, les Africains, consommant les films et les productions locales. Oui. Que ce soit Nigeria, au Ghana ou au Togo. Et aujourd'hui, vous les voyez dans des pays développés. Je vois beaucoup d'Américains, de Noirs américains d'ailleurs, qui passent plus de temps à regarder des films venant de Nollywood que des films produits aux États-Unis.
Très bien. Par ailleurs, on parlait de capacité d'appropriation. Les Chinois également se sont lancés dans cette entreprise-là de concurrence aux réseaux sociaux existants qui sont en majorité américains. Et ils sont arrivés avec TikTok que l'on regarde avec beaucoup de méfiance aujourd'hui. Est-ce que vous également, vous êtes méfiant par rapport non seulement à TikTok, mais aux appareils venus de Chine comme leurs téléphones et d'autres appareils qu'ils mettent à la disposition du public africain, notamment? Avant de répondre à cette question, je dois d'abord dire que je suis un employé de Meta, de Facebook, Oui. où je suis d'ailleurs, je dirige le laboratoire des analyses des défaillances, qui est un grand laboratoire qui analyse tous les appareils que Facebook met sur le marché. Je faisais pareille chose à Google. Donc, je serai très prudent dans ma réponse ici pour ne pas parler trop de mes concurrents, de nos concurrents. Mais oui, c'est gentil de dire d'où vous parlez. Oui, exactement. Oui. Donc, je parle d'une production de connaissances. Oui. Oui, la concurrence et l'appropriation est un problème. Et l'addiction également est un problème. Je vais extrapoler un peu sur les réseaux sociaux, en effet. Et il va falloir faire très attention. Les données personnelles, et je le sais, dans les pays développés comme les États-Unis et l'Europe, on prend cela très, très, très sérieux. Ces appareils, ce sont des outils, mais également votre vie entière s'y trouve. Vos emails, vos pensées, mais plus important, votre comportement s'y trouve. C'est facile de savoir ce que vous faites le matin. Tous ces téléphones ont des micros qui écoutent. Toutes ces données sont quelque part. Et donc, on peut prédire votre comportement, on peut prédire ce que vous allez consommer demain, on peut prédire en fonction de ce que vous regardez, vous faites, d'où vous venez, pour qui vous allez protester ou pas, dans quel domaine vous allez vous mettre, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Et donc, cela peut facilement rentrer dans le domaine de la manipulation, et c'est les conseils que je pourrais donner à nos jeunes frères. Soyez prudents de tout ce que vous mettez, vous écrivez sur les réseaux sociaux. Soyez conscients que cela peut être utilisé par un ordinateur, une intelligence artificielle, pour ou contre vous. D'accord. Parce que TikTok, on nous a dit, il y a deux versions. Il y a la version pour l'étranger, il y a la version pour la Chine, et que à l'extérieur, il y a une grande connexion de données qui se fait et qui rapatrie toutes ces données vers la Chine. Et donc, il faudrait se méfier de cette application. Pourtant, elle a une popularité de plus en plus grandissante dans d'autres pays, que ce soit à Lomé, à Douala, à Kinshasa. Il y a énormément d'Africains aujourd'hui qui utilisent ce réseau social. Oui, en effet. Moi, personnellement, je suis en Chine d'ailleurs presque chaque année. C'est deux réseaux séparés, complètement différents. Il faut dire que TikTok, l'engouement de TikTok n'est pas si nouveau. Nous avons connu aussi Facebook, nous avons aussi Google qui sont là. Mais particulièrement le danger. Parce que effectivement, il y a eu Google, il y a eu Facebook, il y a eu tous les autres réseaux, Instagram et bien d'autres encore, qui sont utilisés, auxquels, par moment, on retrouve à peu près les mêmes phénomènes d'addiction. Oui. L'addiction avec les réseaux sociaux peut être comparée à l'addiction avec des drogues dures. Des études ont montré que ça génère la même hormone. Et donc, le danger, c'est l'exposition, combien de temps vous passez, ce que vous faites, et ça demande un contrôle personnel. Et pour revenir un peu aux données, et la différence entre TikTok Chine et TikTok monde, je pense que si vous suivez les médias, aux États-Unis et en Europe aujourd'hui, il y a un certain nombre d'interdictions, un certain nombre d'États qui essaient d'interdire TikTok. Là où les données sont stockées, et ce qu'on a fait des données. Mais plus important, c'est la possibilité d'utiliser ces données pour manipuler ou influencer, je dirais plutôt, certaines choses. Et donc, c'est nouveau, c'est ça le problème. Il n'y a pas encore de réglementation autour. Et tout ce brouhaha, en fait, revient à comment pourrons-nous réglementer cela? Comment pourrons-nous assurer la sécurité et la vie privée de nos citoyens. Et c'est à ce niveau que le débat est aujourd'hui. Et en tant qu'ingénieur, nous attendons que les États puissent venir avec une réglementation assez claire qui pourra donc guider dans quel sens ce genre de projet pourront être développés dans le futur. Mais est-ce qu'on peut légitimement entendre le discours sur la réglementation de TikTok quand la même chose n'a pas été faite pour Facebook et tous les autres réseaux sociaux? Okay. Je ne peux pas commenter par rapport à ça, mais ce que je sais, c'est que si vous suivez les médias, il y a une réglementation.
il y a une réglementation qui a été faite. Et pour TikTok particulièrement, je ne pourrais pas me prononcer, et non plus pour Facebook, parce que toutes ces informations sont dans le domaine public aujourd'hui sur les médias. J'invite les gens à les consulter cela eux-mêmes. Mais je sais qu'aux États-Unis, la réglementation est assez avancée aujourd'hui. D'accord. Mais récemment, on avait accusé notamment Facebook d'avoir influencé les électeurs pour l'élection de Donald Trump, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade qui permet d'éviter ce genre d'intrusion dans le jeu électoral des différents pays, notamment aux États-Unis et en Afrique? C'est un sujet assez délicat et comme je vous l'ai expliqué en tant qu'employé de Facebook, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, vu les récentes lois américaines qui sont sorties, je ne crois pas que ce genre de choses puisse se reproduire dans le futur, du moins de cette manière-là. Et de l'autre côté, il y a également les pays africains. Généralement, on sait que quand il y a une élection ou que la situation sociale est tendue dans les pays, le premier réflexe, c'est de couper les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous vivez cela à votre niveau? Là, c'est un problème politique et comme tout outil, il y a ce qu'on appelle le principe de dualité. Il peut être utilisé pour faire du bien, il peut être utilisé pour faire du mal. À celui qui détient l'outil de décider dans quel sens il voudrait l'utiliser. Je suis convaincu que dans certains cas, où nous avons vu ailleurs d'ailleurs, si cela devait inciter à un génocide par exemple, c'est tout à fait normal que cet outil soit utilisé pour empêcher peut-être la divulgation de mauvaises informations. Mais quant aux décideurs, je ne pourrais pas commenter sur pour et comment. J'ai mon avis personnel, Oui. Mais de façon publique, je ne pourrais pas me prononcer. Très bien, très bien. Parlons maintenant de la réalité virtuelle, parce que c'est également un des sujets sur lesquels vous intervenez. Les casques aujourd'hui qui sont utilisés pour avoir la réalité virtuelle et tout le reste. Est-ce que vous pensez que c'est une évolution légitime, normale, la marche de l'histoire par rapport à tous les appareils connectés que nous avons aujourd'hui et qui deviennent presque obsolètes avec l'arrivée de ces nouveaux appareils? Oui, oui. Si vous regardez un peu l'histoire, je pense que récemment, Facebook, Meta actuellement, mettra sur le marché le Quest 3. Si vous voyez l'évolution des téléphones, nous étions partis des téléphones où vous appuyez pipi, où vous prenez, ça sonne creux, c'est le téléphone à une dimension. Puis aujourd'hui, nous sommes au téléphone à 2 dimensions. Vous avez un écran, donc en dimension, pensez X et Y, où vous touchez sur un écran. Cette version devient obsolète. Dans les prochaines années ou décennies, nous devons passer à une nouvelle génération de téléphones. Aujourd'hui, nous pouvons mettre jusqu'à 5 caméras, nous pouvons mettre 10 micros, mais ça reste toujours un téléphone à 2 dimensions. Oui. Je suis convaincu que nous allons vers une 3e génération de téléphones, qui est les téléphones à 3 dimensions, où, comme les casques de réalité virtuelle, vous les portez et vous pourrez faire beaucoup de choses avec. Je pense que c'est dans cette direction que la technologie sera, et les 10 prochaines années seront très intéressantes, à mon avis. Et qu'est-ce que ça va apporter de concret? Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple les gens qui ont les montres connectées, qu'ils utilisent en connexion avec leur téléphone. Il y a ces casques de réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des usagers? Je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé jusqu'ici pour comprendre ce qui va se passer d'ici là. Oui. Aujourd'hui, les téléphones smartphones, les téléphones intelligents, comme nous disons, que nous utilisons aujourd'hui, peuvent être utilisés dans la productivité. Je veux dire, je peux faire tout mon travail depuis mon téléphone sans avoir forcément besoin d'un ordinateur. Je peux prendre mes réunions, je peux écrire des discours, je peux faire des rapports, je peux écrire des projets en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà ce à quoi moi, mon téléphone me sert. Il me sert en fait à travailler. Je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux et je prends très peu d'appels. Et donc, 80% de mon temps utilisé, j'utilise le téléphone pour cela. Voilà là où ça ira demain. Ces casques de réalité virtuelle ou ces téléphones de prochaine génération ou ces téléphones, je ne sais pas comment on va les appeler dans le futur, serviront pas seulement dans les réseaux sociaux, mais également, ça sera le boulot. Aujourd'hui, je sais sur les casques de réalité virtuelle, vous pouvez avoir jusqu'à 3 écrans où vous êtes là et vous pouvez travailler sur un écran, sur un autre et sur un 3e à la fois. Imaginez alors avec la 5G, là où nous serons dans 5 ans, dans 10 ans. Non. Très concrètement, vous voulez dire qu'on peut avoir accès avec une connectivité beaucoup plus élevée à beaucoup plus de traitements de données? Oh oui, beaucoup plus de traitements de données en temps réel, mais encore
Les traitements de données aujourd'hui, dans le passé, l'utilisateur était celui qui traitait les données. Oui. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs dans le cloud qui traiteront certaines données. Et donc, la puissance de traitement de ces données, la rapidité avec laquelle ces données seront traitées, mais encore plus important, en temps réel. Ça veut dire, par exemple, que je pourrais être aux États-Unis et avoir cette émission avec vous en temps réel, en direct, où je pourrais être en train de démontrer dans mon laboratoire de nouvelles technologies et vous les verrez ici en temps réel. Et au même moment influencer peut-être et donner des données en direct à un paysan qui se trouve à Dapaon pour lui dire voilà comment la pluviométrie sera et comment cela impactera en fait le prix peut-être de l'igname ou du maïs dans les 3 prochains mois. Mais là, on rentre dans la consommation de données et ces données, elles sont parfois très chères sur le continent africain. C'est l'or de demain. C'est l'or de demain, mais je veux dire, même en termes de consommation, quand vous achetez 10 mégas ou 1 giga, il suffit de regarder quelques vidéos sur un réseau social, de téléphoner en visio, et vous avez consommé le gros de ce que vous aviez. Et pour renouveler, ça coûte un peu cher. Oui, aujourd'hui, Est-ce que cela ne va pas continuer de renforcer cette idée qu'il y a un enclavement numérique sur le continent africain? Je suis convaincu que dans le futur, nous n'aurons plus à acheter. Encore une fois, ça c'est mon estimation personnelle par rapport à mes prévisions. Je crois que dans le futur, nous n'aurons plus forcément acheté l'Internet au méga ou au giga. Nous passerons à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays développés. Vous avez juste un taux forfaitaire et vous allez. Parce que c'est vers ça que ces nouveaux appareils vont. Ces téléphones aujourd'hui sont grands consommateurs de données et l'achat à la demande ne pourra plus tenir d'ici 5 ou 10 ans, ça sera ouvert. Et voilà pourquoi d'ailleurs vous avez les fibres optiques qui arrivent pour pouvoir supplémenter cela. Et il y aura un modèle économique qui changera, ça c'est ma prédiction. Par ailleurs, on entend également parler des systèmes embarqués, notamment dans les voitures, mais vous y avez travaillé dans l'aviation. Comment est-ce que tout ça va s'adapter avec la sécurité? Parce que c'est l'autre enjeu. Arriver aujourd'hui à gérer à la fois la connectivité, l'embarquement de données qui sont contrôlées à distance, et puis la sécurité des passagers. Oui, le système embarqué, d'ailleurs, il faut dire, ce qui fait d'un système un système embarqué, c'est qu'il fonctionne sur une batterie et pouvoir faire le maximum sur juste une batterie. La sécurisation des données est beaucoup plus importante d'ailleurs, parce que lorsque vous passez par exemple, vous allez dans une foire, vous avez plus de 1000-2000 personnes dans cet espace qui utilisent des téléphones, des montres, des appareils Bluetooth. Il est aujourd'hui facile de capter ces informations. De les pirater. De les pirater. Oui. Il y a des appareils sur le marché que vous achetez et vous pouvez littéralement lire ces données, ces informations. Donc la sécurité est l'un des problèmes, je veux dire, des systèmes embarqués aujourd'hui. Mais on ne peut pas s'empêcher. Nous y sommes, nous serons et nous aurons plus de systèmes embarqués d'ailleurs au fur des années. Et je sais que les investissements de la Silicon Valley en termes de sécurité sont au top. Sont top. OK. On parle également des systèmes de jeu, parce que vous parliez des casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, le e-gaming est devenu une discipline à part entière. Et est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Parce que quand on joue sur les réseaux sociaux ou qu'on joue dans les salles de jeux électroniques qui existent aujourd'hui, c'est perçu un peu comme les artistes ou les sportifs des années 80, c'est qu'on a raté sa vie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une carrière dans ces disciplines-là et en gagner sa vie? Oui, et avant de répondre à cette question, je voudrais aussi également dire que j'ai travaillé pour Nintendo pendant 7 ans, oui. Qui est l'un des vétérans du gaming et aujourd'hui du e-gaming. Oui. Également Facebook, avec les réalités virtuelles, fait beaucoup du gaming. Et il y a toute une économie autour. Le gaming n'est pas seulement une distraction. Le gaming également peut être utilisé pour des fins thérapeutiques. On n'en parle pas souvent. Et comme toute autre chose, il faut aller modérément, autrement ça devient une addiction. Mais l'économie derrière, lorsque vous achetez des jeux, vous payez. Et cet argent permet donc de développer non seulement les logiciels, mais également l'équipement qu'on appelle hardware derrière. Et donc de financer effectivement tous ces ingénieurs derrière. Mais demain, le gaming, quand ça vient aux appareils, représentera moins de 20%. 80% sera pour le travail, la productivité. Vous aurez des appareils dans les bureaux, dans l'administration, qui seront utilisés pour faciliter, accélérer peut-être le traitement des données, des dossiers. Et le gaming reviendra peut-être à 20%. Mais je ne joue pas au game, personnellement, même si j'ai conçu des appareils de game. C'est une stratégie personnelle parce que je ne joue pas au game.
D'accord. Mais vous pensez que ça peut quand même permettre d'avoir ça peut participer à l'éclosion économique des pays? Pourquoi pas? Oui, mais je suis prudent par rapport à ça parce que le game comme tout game peut être addictif. Oui. Et ça peut participer aussi longtemps qu'on développe les infrastructures économiques autour de cela. Euh, Par exemple, éviter que des enfants de moins d'un certain âge y aient accès aussitôt. Notamment à partir de... Il faut avoir au moins 12 ans pour commencer C'est ma à s'y préférence. intéresser. Oui. Mes enfants, personnellement, sont limités. D'accord. Parlons maintenant des investissements dans les matériels qui permettent de se connecter, notamment les câbles sous-marins, le satellite. On a beaucoup parlé de la capacité. Ici à Lomé, par exemple, il y a Equiano qui a permis que nous ayons un câble qui atterrit, dont l'atterrissement arrive à Lomé et qui va probablement booster la connectivité des personnes qui habitent au Togo. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve avec les entreprises privées qui investissent beaucoup plus que les États dans ce type d'équipement? Il y a, à mon avis personnel, je pense qu'il y a deux raisons principales. L'une, ces entreprises privées ont plus de moyens, pas seulement financiers, mais également les ingénieurs qu'il faut. Aujourd'hui, quand vous prenez Microsoft, vous prenez Google ou Meta, ces entreprises ont les moyens de déployer. Elles ont déjà des data centers. Elles ont besoin d'ailleurs de gros câbles pour pouvoir drainer toutes ces informations. Elles sont donc en avance sur les États qui vont passer par d'autres financements. Elles peuvent financer cela par elles-mêmes. Voilà l'une des raisons pour laquelle elles vont à cette vitesse. Je vais ajouter d'ailleurs Starlink de Elon Musk qui lui a préféré prendre les satellites dans le ciel. Sud-africain, donc Exactement. africain. Oui, exactement. Merci pour cette précision. Et donc, il y a cette bataille-là de qui ira vite, grand et mieux. Les États sont légèrement toujours en retard par rapport à cela. Donc, voilà l'une des raisons. L'autre raison, c'est qu'il est peut-être mieux que ce soit des entreprises privées, semi-indépendantes ou totalement indépendantes, parce que vous ne voulez pas forcément qu'un État ait le contrôle de ces infrastructures comme les câbles optiques. Et qui, avec un autre État, lorsqu'il y a un conflit, ça devient un autre problème. Et donc, c'est un peu comme la définition des pipelines. Et donc, je préfère d'ailleurs que les entreprises privées prennent le dessus et le temps qu'on réfléchisse à comment pouvoir créer un système réglementaire autour de ce genre d'infrastructure internationale. Parce qu'au début du siècle dernier, on avait très peu de câbles sous-marins qui partaient d'un continent à un autre. Aujourd'hui, il y en a profusion, il y en a à profusion, et ce sont les entreprises privées qui les développent. Oui. Mais l'autre question, vous parlez des conflits qu'il pourrait y avoir entre États et qui pourraient limiter l'utilisation, voire l'usage de ces câbles-là. Est-ce qu'avec les entreprises privées, on ne court pas le même risque? Si jamais, par exemple, il y a un problème de droit qui fait que, en termes de perception d'impôts sur l'activité d'une entreprise, je dis n'importe laquelle, ça peut être Google, ça peut être Meta, l'État décide qu'il va sanctionner Meta. Meta peut le sanctionner en retour, en interdisant l'accès de cette population à ce câble-là. Oui, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, dans les médias, si vous voyez aux États-Unis ou en Australie d'ailleurs, avec l'accès de certains médias aux journaux, aux réseaux sociaux, etc., oui. Et ce débat justement en Europe, oui, cela peut arriver. Mais il faut garder en considération que ces grandes entreprises sont multinationales. Ça veut dire qu'elles ont des sièges dans certains de ces pays, sinon dans la plupart de ces pays d'ailleurs. Et donc, c'est toute une autre règle. Elles ne peuvent pas unilatéralement décider que contre tel pays, je vais couper ou contre tel pays. Si elles ont la possibilité, elles peuvent le faire. Mais c'est beaucoup plus réglementé que vous le pensiez. Et ne pourront pas juste le faire comme ça. Même s'il y a un conflit avec l'État, c'est réglé souvent de façon par la justice. D'accord. Autre question concernant Lomé cette fois et le Togo. Que pensez-vous du Lomé Data Center? J'ai été très positivement surpris quand j'ai suivi l'inauguration, je pense, il y a 2 ans. Et encore récemment, j'ai vu les informations dessus. Je pense que nous avons fait, le Togo a fait un très, très grand pas en avant en installant ces structures. Peut-être qu'elle n'est pas encore au niveau où la vision est, mais c'est un début. Le data center, les fibres optiques qui sont là, voilà les infrastructures qui sont en place. Et je le disais au début, nous avons le minimum d'infrastructures en place pour nous permettre individuellement maintenant de lancer cela. Aujourd'hui, par exemple, nous avons ces data centers.
l'administration, beaucoup de dossiers devront commencer par être, j'imagine qu'ils sont en train de travailler dessus, travailler dessus. Ces données pourront être utilisées par l'État avec l'intelligence artificielle pour voir comment améliorer les services, comment délivrer plus rapidement peut-être la nationalité, comment utiliser les informations publiées chaque jour par l'Institut de statistiques pour dire, OK, cette année, nous aurons une bonne production peut-être dans le ZIO, ou voilà comment nous avons des accidents sur telle route, particulièrement à Lomé. Je parle de données réelles, là. Oui. En mettant, par exemple, les données sur les accidents ou la circulation, avec le Data Center, on pourra prédire quelles sont les zones où on a besoin d'un soutien en termes de régulation de la circulation, où nous avons besoin de feux rouges, où nous avons besoin de réguler peut-être les passages cloutés. Voilà des informations que le Data Center peut avoir aujourd'hui et qui demain pourront aider le citoyen de chaque jour à améliorer leur vie. Est-ce que c'est un grand pas vers le e-administration, faire en sorte de pouvoir dématérialiser les procédures et qu'on utilise de moins en moins de papier, par exemple? Oui, oui. Lorsque j'ai lu un peu la feuille de route, je pense que cette dématérialisation était en cours, en fait, des objectifs du Data Center, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Cette vision et où nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, c'est un début. Nous n'y sommes pas encore, mais je crois fortement que les infrastructures étant là, la dématérialisation, par exemple, de l'administration des papiers sera une chose très, très prochainement faite. En fait, je pense que j'ai expérimenté cette... j'ai une très bonne expérience récemment en essayant de faire certains papiers, la manière dont c'était allé très rapidement. Et on m'a expliqué que oui, aujourd'hui on a accès à l'informatique, ces données sont centralisées et on pourra me délivrer ce que je cherchais en moins de 24 heures plutôt que 3 mois comme avant. D'accord. Certaines entreprises de la Silicon Valley commencent déjà à avoir des représentations sur le continent. On a notamment le Ghana qui en accueille une. Est-ce que vous pensez que le Togo, par exemple, pourrait à l'avenir être un bon candidat pour une délocalisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Et est-ce qu'on pourrait, au-delà du fait d'accueillir une entreprise comme celle-là, profiter du fait qu'il y a beaucoup d'usagers de ces réseaux sociaux pour taxer et avoir des capacités de développement liées au fait qu'il y a une croissance du nombre d'utilisateurs de Facebook, de TikTok ou d'autres réseaux sociaux sur notre territoire? Oui, j'ajouterai un fait courant. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait ce conflit de taxes entre les États-Unis et la Chine et l'Europe et la Chine d'ailleurs, et qui a mené beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley à penser à d'autres fournisseurs à part la Chine. Et malheureusement, lorsqu'ils se sont retournés vers l'Afrique, il y avait un vide. Oui. Il y avait un vide en termes d'infrastructures, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui, qui ont faim de trouver d'autres marchés comme celui de l'Afrique. Comme on le disait au début, nous avons des universités, nous formons des étudiants. Mais elles ne connaissent pas l'Afrique. Ces entreprises de la Silicon Valley ne connaissent pas l'Afrique. J'ai été heureux de savoir que le président du Kenya y était lors juste avant le conseil de l'ONU, l'Assemblée générale. Oui. Il était à la Silicon Valley. Il a fait le tour de ces entreprises Google, etc. Et voilà ce que nous avons besoin. Nous avons besoin que nos dirigeants, nous avons besoin que des entreprises privées passent de temps en temps à la Silicon Valley. Ces entreprises sont ouvertes. Elles vont vous recevoir, vous leur présentez les opportunités, vous leur présentez les opportunités d'affaires qu'il y a, les ressources humaines, les infrastructures, et vous verrez comment elles vont commencer petit à petit à installer certains de leurs succursales ici. C'est comme ça que ça va partir. Maintenant, parlons d'autre chose, mais toujours concernant votre domaine d'activité. Vous êtes inventeur du système de détection à la fois de l'USB-C par rapport à l'oxydation au liquide oxydant et également de l'écran, de la détection de l'électricité statique en quelque sorte. Oui. Je vous ai dit par rapport à ça. Oui, lorsque aujourd'hui, je pense qu'Apple est passé à l'USB-C selon les dernières nouvelles, la plupart des téléphones aujourd'hui... Avec la dernière génération de téléphones, oui. La plupart des téléphones aujourd'hui ont leur port USB-C. Oui. J'ai des innovations dedans. Je ne suis pas le seul inventeur. C'est une co-invention, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Mais pour permettre à ce que ce port ne soit pas grillé lorsqu'il y a un contact avec l'eau, l'humidité ou la sueur, j'ai beaucoup d'innovations là-bas, à l'intérieur. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails ici, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais cela aujourd'hui est utilisé dans tous les foyers et j'en suis d'ailleurs fier. Il y a beaucoup d'innovations togolaises, disons, à l'intérieur. Et pour les écrans, votre corps, naturellement, a ce qu'on appelle l'électricité statique.
statique. Et lorsque vous touchez un écran qui est conducteur, cette électricité se décharge sur l'écran. Et ça peut faire que votre écran va vibrer, changer de couleur, bleu, vert, rouge, etc. Et donc, j'ai aussi une innovation. Je travaille avec les compagnies comme LG et Samsung qui permettent donc d'empêcher cela et de dissiper cette énergie de façon, d'une meilleure façon. Voilà. D'accord. Nous sommes contents de savoir que l'Afrique est suffisamment représentée. On connaissait Elon Musk, on vous connaît désormais. On sait que vous avez participé à ces inventions-là et que grâce à vous, nos téléphones se portent mieux, y compris quand nous les jetons dans l'eau de façon, enfin, par inadvertance. Ouais. Et justement, quand un téléphone tombe par inadvertance dans l'eau, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui. D'ailleurs, avant de répondre à cette question, je dirais que j'ai travaillé pour Google sur les Pixel 1 jusqu'au Pixel 6, et en tant que développeur, en tant que chef du laboratoire d'analyse des défaillances. Et lorsqu'un téléphone tombe dans l'eau, ça fait partie des défaillances. Oui. Et donc, mon travail donc, était de lancer les investigations, les enquêtes pour voir comment éviter cela, comment améliorer et comment pouvoir, et si cela arrivait, comment empêcher que cela ne détruise complètement le téléphone. Mon premier conseil, c'est lorsque votre téléphone tombe dans l'eau, prendre un petit papier absorbant, comme souvent on les appelle papier mouchoir, oui, et presser cela contre le port pendant peut-être 1 minute. Cela permet donc d'absorber l'humidité beaucoup plus rapidement. Parce que ce port peut griller en fait en moins de 2 minutes si vous ne le faites pas rapidement. Et ensuite, tapoter légèrement. À la limite, vous pouvez souffler pour pouvoir faire sortir l'eau. C'est la première des choses. La deuxième, si vous n'avez pas d'autres options, je pense que les gens utilisent peut-être le riz, mettre du riz dans du sac. Le riz, en fait, agit comme un absorbant. C'est peut-être moins cher parce que beaucoup l'ont dans leur maison. Voilà l'objectif. Autrement, vous pouvez mettre votre téléphone devant, on les appelle comment? Les ventilateurs? Oui. Voilà. Pendant au moins 4 heures de temps. Parce que l'air, le flot d'air qui passe permet donc d'absorber cette humidité et de rendre votre téléphone plus sec beaucoup plus rapidement. D'accord. Et vous pensez qu'on peut également utiliser le téléphone aujourd'hui pour son développement personnel, en plus que ce soit aujourd'hui un compagnon du quotidien dont on se sépare difficilement? Oui, le téléphone pour moi est un outil de travail où j'ai accès à, et tout le monde, quand vous utilisez Android actuellement, vous avez accès au service Google, vous avez Google Word Doc, qui est l'équivalent de Word, vous avez Google Sheet, qui est l'équivalent de Excel, et PowerPoint, qui est l'équivalent de Slide, etc. Et je l'utilise pour faire mon travail. Je prends toutes mes réunions dessus pour faire les affaires. Je demande au téléphone de m'écrire des discours, de me préparer, par exemple, cette émission. J'utilise ce téléphone pour demander de m'écrire des projets. Là, par exemple, j'ai un projet pour la transformation de l'ananas en vin. Oui. Je dis, écris-moi un projet de transformation de l'ananas en vin. Là, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. Mais à partir de mon téléphone. Oui. Et j'ai ce projet qui m'est donné en 5 minutes sur le champ. Et ça me permet, avant même de rencontrer le promoteur exactement de ce produit, d'avoir une idée des questions que je puisse lui poser, des risques qu'il y a sur le marché. Et tout cela peut être fait juste à partir de votre téléphone. Donc, j'invite les gens à passer autant de temps qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus de temps à utiliser leur téléphone, en fait, pour leurs affaires. Mais justement, comment est-ce qu'on peut permettre, par exemple, à la vendeuse qui est au grand marché ici, ou bien à l'étudiant de l'université de Lomé, voire au Z-Man qui est dans la rue, comment est-ce qu'on peut lui permettre de mieux faire son métier et de mieux s'en sortir financièrement grâce à son téléphone? Un astuce simple. La revendeuse, par exemple, qui a sa boutique, il faut commencer par écrire, lorsque chaque client vient, il faut commencer par écrire, j'ai un client aujourd'hui, il a acheté ceci, voilà combien il a dépensé. Je parle juste d'un papier sur lequel vous mettez 3 colonnes. Un client numéro 1, si vous avez le nom du client, c'est encore mieux. Si vous avez son numéro de téléphone, c'est encore mieux. Mais qu'est-ce qu'il a acheté? La liste, combien il a payé? Et vous faites ce record, donc cet enregistrement chaque jour. Cela constitue la première base de données que vous avez. Et c'est en fait l'or de l'intelligence artificielle. Avec votre téléphone, vous prenez juste une photo et cela vous convertit cela en données Excel. Et vous utilisez n'importe quel logiciel d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela vous donne? Ça vous permet de vous dire qui sont les clients fidèles, qu'est-ce qu'ils aiment et quel est le rapport de marchandises que vous devez avoir dans votre entreprise à un moment donné. Ça pourrait vous dire, oui. Exactement, ça pourrait vous dire qu'en début de mois, il y a beaucoup plus de ventes en termes de riz, de tomates en boîte, et les clients que vous avez viennent souvent de cette région-là.
ou de cette partie, par exemple, de la ville de Lomé. Et ça vous permet donc de faire vos commandes à temps et de vous assurer que lorsque vous n'avez pas un client, vous pouvez l'appeler pour dire « Ah, j'ai une réduction de tel pour l'inciter à venir ». Et ça, j'ai dit, avec votre téléphone et un petit cahier, vous pouvez déjà commencer par utiliser cela pour améliorer vos taux de rendement de retour sur investissement. D'accord. Je vous poserai en privé la question sur comment améliorer l'audience d'une chaîne comme New World grâce à l'intelligence artificielle. Il y a tous les moyens que vous avez développés, mais ça, nous le ferons en aparté, en privé. Merci vraiment, Monsieur Anta Trimua, d'être venu. Merci d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous et bonne suite pour votre carrière. Le plaisir est le mien et merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À la semaine prochaine.